Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire RH que nous organisons dans le cadre de notre programme post-confinement. Aujourd'hui, donc, c'est Renaud Rossignol du cabinet Mindart qui va intervenir pour nous sur le thème de recruter et fidéliser ses collaborateurs dans le monde d'après-Covid. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, donc je vous demande de bien couper vos micros et vos caméras pour une meilleure qualité de bande passante sur cette visio. À tout moment, vous pouvez intervenir, poser vos questions via l'outil de chat. On y répondra autant que possible, donc soit pendant le webinaire, soit tout à la fin. Il y aura donc toujours un quart d'heure de questions-réponses pour pouvoir échanger avec Renaud. Voilà, et je vous précise donc également que nous enregistrons ce webinaire pour que vous puissiez le revoir en replay si vous le souhaitez. Donc, pas de souci au niveau des questions également qui sont posées dans le chat. On garde bien la confidentialité, ça n'apparaît pas dans le replay, donc les noms n'apparaissent pas. Il n'y a aucun souci concernant cette confidentialité. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion et Renaud, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce webinaire organisé par la CCI de Troyes et de l'Aube et merci tout particulièrement à Caroline pour l'organisation de cette thématique et de m'avoir sollicité pour organiser cet événement sur effectivement recruter et fidéliser ses collaborateurs dans le monde d'après-Covid. C'est un sujet ô combien d'actualité qu'on va aborder aujourd'hui. Quelques mots avant de commencer, déjà évidemment pour me présenter. Je suis Renaud Rossignol, donc je dirige depuis maintenant un peu plus d'un an un cabinet qui s'appelle Mindart, qui a un rayon, je dirais, qui est le nord-est de la France, avec en particulier l'ancienne Champagne-Ardenne, une plantation à la fois dans la Marne et dans l'Aube. Ça fait de moi à la fois un supporter du Stade de Reims et de l'Estac, ce qui est relativement rare. Voilà pour la présentation. J'ai 18 ans d'expérience dans le domaine du conseil en ressources humaines, aussi bien dans les métiers d'accompagnement, coaching et outplacement, du recrutement et également d'évaluation et d'assessment. La spécificité, vous le verrez, j'ai une approche qui vise à donner toute particulière la prise en considération ce que les anglo-saxons appellent les soft skills, c'est-à-dire les compétences dites savoir-être, personnalité et dont l'importance aussi bien à l'esprit. Voilà pour la petite introduction sur le sujet en tant que tel qui nous concerne aujourd'hui. Évidemment, le post-Covid, enfin le Covid, et que sur le slide qui se pose aux yeux, il y a un parti pris, d'ailleurs, c'est aussi commencé par ça, sur un sujet qui est projectif. Et donc, c'est un sujet qui va faire appel à une analyse, à une prise de parti, à des opinions, à des convictions fortes qui sont les miennes, que vous pourrez partager en partie ou totalement, ou potentiellement pas du tout, et évidemment pour réagir sur ces sujets-là. Déjà, le premier parti pris, c'est de considérer que le Covid-19 est dans la famille des catastrophes. Je ne suis pas le seul à le dire, Boris Cyrulnik, pour ceux qui le connaissent, s'est tout de suite positionné dans cette lignée-là. Et donc, qui dit catastrophe, dit conséquences durables, souvent, de ces événements catastrophiques. L'exemple qu'on donne souvent, c'est les guerres, évidemment, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Juste le petit exemple pour vous montrer que quand les gens disent qu'effectivement, ce qui se passe pendant le confinement ou même après, le retour à la normale va revenir et finalement, le Covid n'aura été qu'une parenthèse. L'exemple d'une catastrophe comme la Première Guerre mondiale et l'émancipation des femmes, qui a été un événement évidemment positif de cette catastrophe qu'est la Première Guerre mondiale. Les femmes ont remplacé les hommes et dans les champs et dans les usines pendant la Première Guerre mondiale
après la Première Guerre mondiale, beaucoup auraient aimé que ces femmes reprennent le rôle initial qui était le leur. Et on a bien compris par la suite qu'un vrai mouvement d'émancipation était né à ce moment-là et qu'aucun retour à l'ancienne période était possible. Voilà juste un petit exemple, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, il y en a tellement d'autres que l'histoire nous réserve pour montrer qu'une catastrophe laisse une empreinte durable dans la société. Et c'est ce qu'on appelle ce phénomène qu'on retrouve en physique et en économie, c'est l'hystérésis, c'est-à-dire que le symptôme persiste. Alors quand il s'agit de choses négatives, là je vous ai donné un exemple positif qui est l'exemple de l'émancipation de la femme, mais la conséquence reste, même si la cause a disparu, et c'est bien mon parti pris sur le sujet du Covid, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont manifestées ou qui ont été accélérées pendant le Covid et qui vont s'inscrire durablement dans notre paysage, dans notre société et dans notre monde du travail. Sur le Covid-19, ma conviction, c'est que c'est un événement qui a été plus amplificateur, accélérateur de phénomènes, que finalement qu'il aurait été créateur from scratch d'un certain nombre de choses. Et j'ai identifié un certain nombre de phénomènes qui déjà étaient existants, sous-jacent et qui s'est développé pendant le Covid. Alors déjà avec un axe entreprise, ce qu'on constate depuis maintenant un certain nombre de décennies, c'est que les stratégies d'entreprise sont de plus en plus court terme. On peut s'en émouvoir, mais de plus en plus court terme, dans lesquels les considérations économiques et financières prennent l'ascendant sur les aspects opérationnels humains. C'est vrai que le modèle d'entreprise sociale français, de post-guerre, même des années encore 60-70, a laissé place à des entreprises dont l'objet vraiment central, c'était la recherche de profit et la recherche de développement et une recherche essentiellement productiviste. Et c'est vrai que c'est vraiment un constat qu'on a pu faire peut-être encore plus dans les années 2000 et 2010. C'est des stratégies de plus en plus court-termistes, avec une absence parfois de gros projets industriels et souvent une importance liée à l'humain un petit peu moins forte. Autre aspect, une dématérialisation au moins partielle des SI, aussi bien d'ailleurs en PME, PMI que dans les grands groupes, même si évidemment les moyens ne sont pas toujours les mêmes, mais il y a une grande lame de fond de dématérialisation des systèmes d'information qui est menée maintenant depuis plusieurs années et qui évidemment, on va le voir, a été accélérée avec la période de confinement. Des entreprises aussi souvent frileuses, c'est un peu une exception française, en tout cas c'est très fort en France, frileuses au télétravail. Souvent le télétravail, je suis confronté à ça parfois en recrutement, je vois mes clients souvent un peu dubitatifs sur le télétravail, inquiets sur le désengagement potentiel lié au télétravail ou à la sous-productivité, c'est même des termes qui sont employés, liés au télétravail. Donc ça, c'est quelque chose qui était, je dis bien, qui était très, très fort dans bon nombre de têtes d'employeurs ou de recruteurs, jusqu'à encore pas longtemps. Des modes de management prêt-à-porter, basés souvent sur l'expertise. Alors, il y a eu un énorme progrès depuis plusieurs années, je pense que vous en êtes acteurs pour la plupart, de l'amélioration des modes de management dans nos sociétés, dans nos entreprises, grâce à des formations de qualité. Mais ce que je constate, moi, souvent, c'est que ces formations, pour en avoir animé, pour en avoir suivi, ce sont des formations basées sur du pilotage de la performance, essentiellement, et on est sur du collectif, essentiellement, et sur des formations, certes de qualité, mais vraiment centrées sur le pilotage de la performance. Comment je fais pour piloter mon activité avec mes collaborateurs? Et des recrutements basés essentiellement, ça c'est quelque chose de très fort. Alors là, je donne quelques généralités. Évidemment, il y a bon nombre d'exceptions, mais il y a un certain nombre de généralités. C'est des recrutements basés essentiellement sur des compétences techniques, ce que j'appelle donc les hard skills. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est très français. C'est la compétence technique avant tout. Et on voit bien dans les évolutions dans les entreprises françaises, pour la plupart, ce sont les bons techniciens qui évoluent sur des postes de manager plutôt que des bonnes personnes qui ont les aptitudes pour manager systématiquement. Et donc les soft skills, c'est quelque chose d'anecdotique qu'on va avoir recours de façon, je dirais, avec parcimonie en fin d'entretien ou
ou pas forcément avec les outils adéquats. Vous avez une intervention, Caroline, peut-être? Non? Non. Des process de recrutement mettant en avant la fonction, le statut, le salaire. Alors évidemment, c'est des aspects qui sont extrêmement importants, mais on est dans une approche de recrutement plutôt court terme, liée un peu aux compétences techniques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on recrute pour une fonction, parce qu'on a besoin de compétences techniques à T0. Et c'est vrai qu'on ne met pas toujours en avant, on va le voir tout à l'heure, la qualité de vie au travail, les valeurs de l'entreprise, même quand c'est des points forts pour l'entreprise. On met d'abord en avant la fonction, les descriptifs de fonction, le salaire, le statut et d'autres aspects de ce type-là. Côté collaborateurs maintenant, le Covid a effectivement amplifié un certain nombre de phénomènes. Un phénomène, je sais, qui est à la fois d'actualité, qui fait beaucoup parler, il y a beaucoup d'avis divergents, c'est l'aspect générationnel, le choc générationnel. Moi, ce que j'appelle même de façon assez forte une rupture, une incompréhension générationnelle entre des dirigeants managers. Alors, bon nombre de dirigeants aujourd'hui, compte tenu de la pyramide des âges, des dirigeants, des managers, des recruteurs, sont de la génération X. Alors, génération X, petit rappel pour ceux qui sont moins à l'aise avec les générations, génération X, c'est 1960-1980. Donc, c'est des gens qui ont en gros entre 40, 42 et 62 ans. Et puis, après, vous avez la génération Y, puis la génération Z, sachant que c'est à peu près 20 ans une génération. Et c'est vrai que dans quasiment tous les échanges qu'on peut avoir avec les recruteurs, avec les entreprises, avec les RH en général, c'est quelque chose qui revient, c'est ce fameux choc générationnel avec des jugements peut-être de part et d'autre et une incompréhension. Donc ça, c'est quelque chose qui évidemment était bien déjà installé bien avant le Covid. Un détachement de bon nombre de collaborateurs à leur entreprise, j'ai presque envie de dire un certain désamour de certains collaborateurs avec leur entreprise. C'est quelque chose d'assez fort, qui est pas récent, ça fait maintenant plusieurs années. On est loin de la génération de nos parents qui passaient 40 ans dans la même société. Limite, ils avaient le logo brodé sur la chemise de nuit de leur entreprise. On est loin de ça. Il y a un certain détachement, un certain désamour lié à des stratégies qui, c'est le slide d'avant, mais peut-être à des stratégies un peu court terme, moins axées peut-être parfois sur des projets long terme ou sur l'humain. La qualité de vie au travail, c'est devenu un critère extrêmement dominant pour rejoindre une entreprise et pour y rester. Vous êtes certainement aussi souvent acteur du recrutement et vous avez pu le constater. C'est quelque chose qui est abordé très vite dans l'entretien. C'est pas toujours bien pris d'ailleurs, mais c'est toujours quelque chose qui est très fortement intégré, parfois même avant des critères de rémunération. Donc pour rejoindre l'entreprise, mais aussi pour rester. Puis il y a bon nombre d'actifs aussi qui quittent ou veulent quitter les grosses agglomérations. Il y a presque une hémorragie dans certaines agglomérations. Et des villes comme Troyes peuvent accueillir bon nombre de gens qui quittent les grandes agglomérations parce qu'on est sur des typologies de villes à taille humaine, avec une certaine activité économique. Donc, par exemple, l'exemple que je donne, c'est 12 000 Parisiens qui quittent la capitale chaque année. Ça peut paraître peu par rapport aux 2 millions d'habitants, mais c'est quand même un vrai phénomène. Et ça, c'est des phénomènes qui, effectivement, ne datent pas d'hier. L'impact du Covid en tant que tel, on peut même parler de cataclysme. Alors, vous pouvez peut-être me considérer un peu comme catastrophiste sur le Covid. Vous le verrez, à la fois, je suis assez catastrophiste dans le sens où je considère que c'est une catastrophe, et en même temps, je considère que ça va ouvrir, on va le voir, énormément d'opportunités, peut-être, si on sait bien les saisir. Déjà, sur l'impact, c'est une accélération de la dématérialisation des SI. Vous avez peut-être certainement été concerné par ça. Moi, j'ai eu certains de mes clients, et notamment des services informatiques, qui n'ont pas dormi pendant quelques jours, j'exagère à peine, au tout début du confinement, pour rendre, je dirais, opérationnel leur système d'information et du télétravail notamment.
et à des outils collaboratifs, etc. Parce que bon nombre d'entreprises, on va voir tout à l'heure un petit peu des chiffres, mais ont fermé leur structure physique, et donc il a fallu très très vite, au pied levé, en quelques heures, organiser le travail différemment. Donc c'est un très fort travail, énormément de résilience de la part des services informatiques pour rendre opérationnel cela. Et donc je pense que des études vont être faites rapidement, mais en matière de dématérialisation, le confinement a obligé, contraint bon nombre d'entreprises à arriver à maturité. Le recours massif généralisé au télétravail, c'est une révolution. C'est une révolution, l'ampleur est absolument incroyable et les résultats sont inattendus. Le recours massif, c'est un tiers des actifs. Alors parfois on dit plus, mais c'est quand même déjà beaucoup. Un tiers des actifs qui ont été au télétravail pendant le confinement, ou une bonne partie du confinement, et contre un tiers qui ont travaillé sur site par obligation. Alors les gens qui sont en production, le personnel soignant, etc. Mais du coup, alors le dernier tiers, vous allez me dire, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont été au chômage, au moins partiel, pendant la période de confinement. Mais il y a un recours massif généralisé au télétravail. C'est une révolution, ce que je vous disais en amont, que ce n'était pas du tout la culture française. Et on va le voir que le télétravail n'a pas du tout nourri les fantasmes et les angoisses de certains employeurs avant. Ça extrêmement prolifique. Après, en ouvrant certains risques, hein, on va le voir, ce que ça a donné pendant le confinement. Recours de beaucoup d'entreprises au chômage partiel, qui aussi a donné lieu, ça il y a déjà un certain nombre d'informations, puis j'ai pu avoir quelques témoignages directs, de recours abusif de certaines entreprises à du chômage partiel, et on voit aussi quelques rencontres. Paradoxal d'une certaine façon. C'est-à-dire que la fonction est une fonction qui a été particulièrement malmenée, particulièrement, on va dire, en première ligne durant le confinement et même encore aujourd'hui. Et vous, parce que je pense que vous avez essentiellement des fonctions RH, vous avez été éprouvé, parfois malmené par les opérationnels, par les dirigeants il y avait des contraintes extrêmement fortes. Et quand je vous dis que c'est paradoxal, c'est que finalement aujourd'hui, et on le voit dans le retour des collaborateurs, des différentes personnes qui ont vécu ce Covid, le retour, c'est heureusement qu'ils ont été là. Avec un rôle de ciment, pour colmater les brèches, pour être là au niveau humain, au moment où il n'y a plus beaucoup d'humains. Les RH sont encore là pour répondre à des angoisses, à des questions, pour organiser la logistique, évidemment, du confinement et du déconfinement. Et c'est vrai que moi, j'ai même vu mes interlocuteurs RH, interlocutrices RH, clients notamment, je les ai vus dans parfois des difficultés proches du burn-out en plein confinement, tellement cette fonction a été à la fois hyper sollicitée, et puis, encore une fois, j'insiste là-dessus, j'ai l'impression que c'est une fonction qui sort véritablement avec une image extrêmement valorisante et forte suite à ce Covid. Le management à distance, comme le télétravail, c'est directement lié au télétravail, par obligation. On n'avait pas en France une culture du management à distance, à part sur des fonctions commerciales qui, de façon inhérente, ont recours à cette forme de management. Donc évidemment, très fort développement du management à distance pendant cette période de confinement. Au niveau collaborateur, ce qu'on a constaté aussi, un peu par force, encore une fois, on a tous été résilients pendant cette période-là. On a dû faire avec un contexte qui n'était pas sécurisant et on a dû s'adapter. On s'est rendu compte aussi, les collaborateurs en question le disent, ça a été finalement une opportunité incroyable pour s'autonomiser, pour accélérer son développement. Parce que le manager n'est pas présent. Parce qu'on a des projets inattendus, imprévus, à plus grande dimension que ce qu'on avait imaginé, sans forcément filet de sécurité. Et donc, ça a accéléré le développement et l'autonomisation de bon nombre de personnes.
et un certain nombre de personnes concernées s'en félicitent en disant je ne pensais pas finalement que cette période de confinement allait être aussi prolifique en termes de développement personnel. L'impact sur les rémunérations et sur les primes, ce n'est pas neutre. Pour les gens qui sont au chômage partiel, de mémoire, c'est 16% de perte de rémunération. Souvent, les primes ont été tronquées. Évidemment, moins de chiffre d'affaires pour les populations notamment commerciales, voire marketing, voire des personnes qui sont incentivées. C'est des pertes de rémunération non négligeables, donc ça crée aussi une certaine rancœur, parce que c'est évidemment indépendant de leur volonté et de leur activité. Et du coup, ces éléments-là ont créé un certain nombre de doutes. Moi, je m'en suis rendu compte pour avoir mené des missions de chasse en plein confinement. Au début, je m'étais dit, tiens, c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça va pas être simple de recruter. Là, au moment où le critère de sécurité va prendre le dessus et les candidats vont pas être à l'écoute. J'étais extrêmement étonné de voir que, au contraire, les candidats un peu en désamour avec leur entreprise, notamment par rapport à certaines pratiques pendant le confinement, ont été très à l'écoute d'opportunités à ce moment-là. Ce qui peut paraître étonnant, mais en tout cas, je ne sais pas si vous me le direz, vous avez partagé ce point de vue, mais en tout cas, ce n'est pas du tout une période où les gens étaient attentistes et n'ont pas du tout bougé. Donc une certaine inquiétude par rapport à leur avenir. Une prise de conscience de l'importance des soft skills. Alors, en temps de guerre, je reprends tout simplement les termes de notre président de la République lors du premier discours. Nous sommes en guerre, alors contre un virus, certes, mais ça reprend l'idée de catastrophe. Et effectivement, les compétences comportementales, les soft skills, dont on va avoir besoin dans ces périodes d'opacité, de difficulté, je dirais, de non-visibilité, ne vont pas forcément être les mêmes qu'en période de confort. Donc, je donnais quelques exemples, l'agilité, la prise d'initiative, la gestion des émotions particulièrement, l'audace, la prise de décision, l'affirmation, la gestion des imprévus. Ça ne veut pas dire que ces soft skills ne sont pas mis en avant dans d'autres contextes, mais particulièrement, je dirais, dans des contextes comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Les traces. Une catastrophe laisse des traces. Indélébiles, je ne sais pas, mais en tout cas un certain nombre de traces. On sent des collaborateurs particulièrement désabusés et inquiets pour plusieurs choses. Déjà une fatigue. Alors ça peut surprendre, mais je pense que bon nombre d'études le montrent aujourd'hui, beaucoup de témoignages autour de vous, vous me le direz aussi, c'est que le télétravail, loin du fantasme d'un sous-travail, ça a généré du surtravail. Moi, dans mes clients, mes interlocuteurs me disaient qu'ils n'avaient jamais autant travaillé que pendant la période de confinement. Qu'il y avait une confusion entre, je dirais, l'amplitude de travail a explosé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes levé à les 7 heures du matin, par exemple, vous allez très vite finalement vous mettre au travail. Plus de transport, plus de pause déjeuner en guise de plaisanterie, mais j'ai même une contact qui m'a dit, écoutez, moi, les pauses pipi, je me contrains à les faire parce que j'ai même plus le temps. Donc, vous voyez, on est sur des contraintes qui sont fortes parce qu'il y avait finalement, il y a une charge de travail qui a été souvent très forte pendant cette période-là, particulièrement pour des fonctions RH, mais je vous donnais l'exemple de l'informatique aussi. Donc, une fatigue très forte et un surtravail extrêmement fort pendant cette période-là. Donc, c'est une population qui sort fatiguée de cette période de confinement. L'absence de relations réelles. Alors, c'est bien Skype, c'est bien Teams, c'est la preuve. On est en train de faire une thématique autour, grâce à ce support-là. Pour autant, ça ne remplace pas la relation réelle. Et bon nombre de collaborateurs nous disent que ça leur a beaucoup manqué d'être en contact avec leurs collègues, avec leurs supérieurs, avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, clients, etc. Et ça a beaucoup manqué à beaucoup de gens. Et ça a créé des situations parfois d'angoisse, en tout cas de manque, certainement. Le management à distance, parfois toxique. Alors j'emploie des termes qui peuvent vous faire réagir, mais
ce que j'ai pu constater, c'est que le management, il ne s'améliore pas parce que on va mettre un écran l'un en face de l'autre. Au contraire, c'est-à-dire que la distance va être un amplificateur. Si vous êtes un mauvais manager, vous ne serez pas meilleur manager à distance. Et si vous êtes un manager opérationnel et avec du bon sens et de la bienveillance, il n'y aura pas de difficulté à distance. Et du coup, j'ai une anecdote à vous raconter. Une personne qui est contrôleur de gestion, qui a été en télétravail à temps plein, je précise, pendant le confinement, qui n'a pas eu de contact avec son manager pendant 2 mois et demi. Pas de contact du tout par téléphone. Alors, c'était des mails ou par des plateformes. Il lui envoyait du travail par plateforme. C'est-à-dire qu'on est sur une robotisation de la relation. Il n'y a aucune relation humaine, zéro relation humaine pendant cette période-là. Alors peut-être que c'est la nature de ce manager-là, mais en présence physique, il était obligé d'une certaine façon d'un minimum de contact. Donc là, il n'y a plus de contact du tout. Donc il y a une sorte il l'a vécu comme ça, une sorte de placardisation pendant le confinement. Et il y avait sa bannette était pleine tous les matins avec du travail, mais il n'y avait aucun contact. Alors oui, c'est un peu caricatural, mais ça existe. C'est une personne que j'ai pu recruter il y a quelque temps qui m'a appelé en plein désarroi pendant le confinement. Donc ça, c'est des choses qui existent. Heureusement, peut-être pas généralisables, mais en tout cas, ça a accentué un certain nombre de management toxiques, ou à l'inverse, des managers en hyper-contrôle. C'est-à-dire des managers qui ont plutôt une nature à contrôler, et le management à distance les a renforcés dans cette tendance-là. Parce qu'il n'y a plus de prise directe avec le collaborateur, parce qu'il n'est plus dans le bureau d'à côté. Donc on va contrôler de façon assez forte en mettant plusieurs Teams dans la journée, en appelant plusieurs fois le collaborateur pour demander où ça en est, etc., pour bien s'assurer que la personne travaille bien et fait bien ce qui est demandé. Donc là, il y a peut-être un développement aussi du surcontrôle lié à ce management à distance. Sur les traces laissées, il y a eu certaines baisses éventuelles de rémunération par rapport au phénomène qu'on a évoqué, des pertes de primes, et puis ce que certains ont vécu comme des congés forcés, même si on est dans le domaine légal parfois du droit du travail, mais que, vu la période, un certain nombre de collaborateurs étaient invités à prendre des congés dont ils ne pouvaient pas forcément bénéficier parce qu'on était en confinement. Voilà. Donc certains l'ont pas bien vécu, même si on est dans le domaine légal dans la majorité des cas. Et puis inquiet pour la pérennité de leur poste, parce que par rapport à tout ce qu'on se dit, tout ce qui est dit dans les médias, surtout quand on travaille par exemple dans l'industrie automobile ou dans des secteurs particulièrement fragiles, le tourisme, la communication, etc. Je dis mais finalement quel avenir j'ai? Donc une inquiétude très forte de bon nombre de collaborateurs. Les menaces, je vous parlais de menaces, est-ce qu'on va prendre le bon virage ou pas? Des menaces qui me semblent très fortes. Je suis attaché au droit du travail français et je me dis télétravail c'est très bien, mais quand je vois les gens qui se félicitent du télétravail, je suis parfois un peu inquiet. J'écoutais l'autre jour sur France Info le dirigeant d'un très grand opérateur téléphonique qui n'était pas du tout pour le télétravail avant et qui se félicitait du télétravail et qui voulait le généraliser dans son entreprise pour les fonctions support. Et quand on lui disait pourquoi, il disait qu'est-ce que c'est productif? Qu'est-ce que c'est productif le télétravail? Très bien, à condition qu'on reste sur des vraies amplitudes horaires et qu'on ne rogne pas le droit du travail. Donc un télétravail productiviste, le risque, c'est le développement d'un télétravail productiviste généralisé et déshumanisé est synonyme pour moi de surtravail, de déconnexion sociale et peut-être à terme de risques psychosociaux. PSA a décidé, a priori, je ne sais pas si c'est complètement définitif, que les 80 000 personnes hors production seraient en télétravail. Pourquoi pas? Mais dans quel cadre? Dans quel cadre juridique et social? Est-ce qu'il y aura encore des contacts physiques? Donc, ça interroge. C'est des décisions qui sont soudaines pour vous montrer aussi qu'il y a un monde d'après. Vous voyez, des décisions comme ça. Un grand industriel français comme PSA. Et puis l'envergure, vous voyez, 80 000 personnes. Donc, il faut voir dans quelles conditions on va se faire ce télétravail. Moi, je trouve ça bien, le télétravail. Attention de le généraliser et que ça ne soit pas un outil productiviste
qui rognent le droit du travail. Attention aussi au déni de catastrophe et d'un retour en arrière. J'ai pu entendre des organisations, notamment patronales, nous dire bon, alors maintenant, ok, on va se déconfiner, il va falloir travailler plus maintenant. Et puis voilà, il va falloir retrousser les manches, avoir le sens du sacrifice et travailler plus. Attention aussi au retour en arrière, notamment en termes de droit. Donc le déni de catastrophe, les gens qui nous disent que ça va revenir comme avant, alors je pense personnellement qu'ils ont tort, mais je pense aussi que c'est potentiellement dangereux. Parce qu'il y a des résistances, et il va y avoir des pratiques peut-être à risque. D'un jugement, attention aussi au jugement porté sur les collaborateurs qui, eux, souhaitent un meilleur work balance, vous savez, l'équilibre de vie. Excusez-moi, j'utilise beaucoup de termes anglais. Et aussi des gens qui sont en quête de sens. Il ne faut pas que ces gens soient catégorisés et catalogués. Ce que j'ai assisté il y a quelques jours à un CODIR. Évidemment, je ne vais pas vous donner le nom de l'entreprise, mais j'étais interloqué et même inquiet par rapport aux termes que j'ai employés et à la nature de... Quand je vous dis qu'il y a des résistances et potentiellement des retours en arrière, il y a un directeur commercial qui expliquait à ses différents managers qu'il avait identifié, qu'il avait conscience que par rapport au contexte, il y avait des gens dans l'entreprise qui étaient des croyants et des non-croyants. Et il demandait à chacun de ses managers d'identifier, de catégoriser les croyants et les non-croyants. En gros, les gens qui ne critiquaient pas l'entreprise, qui prenaient les congés quand on leur demandait de prendre des congés, qui ne râlaient pas trop quand les primes étaient tronquées, quand ils râlaient pas trop quand ils devaient être au chômage partiel, etc. Et ceux qui identifiaient comme les non-croyants, bah, c'est des gens qui tout simplement manifestaient soit une contradiction, une critique ou une inquiétude. Ou un besoin de continuer à prendre des congés pendant cette période-là, etc. J'étais inquiet parce que les critères choisis ne me paraissaient pas pertinents et le simple fait pour moi de catégoriser dans cette période-là me paraît aussi un peu dangereux. Si ça s'est fait dans cette entreprise, je pense que ça s'est fait dans d'autres. Et ça, c'est clairement relativement dangereux. De porter ce regard-là. Et on va voir l'aspect générationnel aussi, hein, peut-être qui est amplifié, mais c'est, à mon avis, tirer une mauvaise leçon de ce qui est en train de se passer que de retenir, entre guillemets, les croyants et les non-croyants sur des tels critères. Le danger aussi, c'est d'accentuer cette absence de stratégie long terme et de dire on abandonne tous nos gros projets, c'est pas le moment. On est sur l'urgent, on est sur, entre guillemets, l'alimentaire. Il faut sauver l'entreprise. Et donc, tout ce qui est projet, on laisse de côté. On voit bien l'instinct de survie est quelque chose de naturel. Et attention aussi, finalement, de ne plus être dans l'innovation, de ne plus être dans l'audace, de ne plus être sur la stratégie de long terme. Ça peut avoir des conséquences évidemment pour l'entreprise, mais aussi pour sa capacité d'attraction. Et puis le risque aussi, c'est un climat durablement insécurisant, où finalement on traîne notre Covid pendant des mois, voire des années. Et que ça soit complètement inhibant et que ça nous empêche d'avoir un climat serein dans l'entreprise. Qu'on parle que de ça et qu'on considère que c'est une catastrophe dont on n'arrivera pas à se sortir. Ça, on va retrouver un peu d'optimisme. Ce sont pourtant les opportunités à saisir dans l'après-Covid sont très importantes. Et moi, personnellement, je vous disais tout à l'heure, je suis un catastrophiste optimiste. C'est-à-dire que je suis convaincu que le monde d'après, qu'on va construire post-Covid, va nous offrir beaucoup d'opportunités et va être meilleur sur beaucoup de points à celui qu'on vient de quitter. Déjà, le retour d'un patronat social. Vous avez forcément entendu, parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment dans les réseaux, dans les médias, de Danone qui a eu dans le passé, les années 60-70, avec Gribouille, cette réputation d'entrepreneur social. C'est une entreprise qui, à travers son DG actuel, Emmanuel Faber, reprend cette tradition et clairement intègre la partie humaine, sociale, sociétale dans son ADN.
La mise en place de stratégies long terme basées sur des raisons d'être. J'ai jamais autant entendu récemment d'entreprises qui est en train de construire, qui est en train de... En gros, c'est quoi notre raison d'être dans la société, hein, c'est le lien avec la société. C'est ce qui fait la différence entre deux entreprises qui font la même activité. Alors on va dire, mais c'est quoi qui fait la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre GoSport et Decathlon? Et on a des entreprises, je donne l'exemple de Decathlon, qui a depuis très longtemps travaillé sa raison d'être. Et quand on travaille chez Decathlon, on ne vend pas que des articles de sport. La raison d'être de Decathlon, c'est permettre au plus grand nombre d'accéder aux activités de sport et de loisirs. Alors vous allez me dire, c'est une belle phrase. Non. Quand derrière, du coup, vous avez quasiment plus de marques dans les magasins de Decathlon, et que même sur des activités sportives dites un petit peu de luxe, type le golf, l'équitation, etc., vous avez des marques propres Decathlon qui permettent d'avoir des prix, on va dire, pas modiques, mais beaucoup plus accessibles. Là, on nourrit la raison d'être. Donc une raison d'être, c'est à quoi on sert dans la société. On n'est pas là pour faire de l'argent uniquement. À quoi on sert? Et derrière, on a une vision, des missions, des valeurs d'entreprise qui permettent de nourrir cette raison d'être et de la faire vivre. Et ça, bon nombre d'entreprises ont compris. C'est maintenant qu'il faut renforcer ça. C'est maintenant. Pour arriver à identifier une bonne stratégie long terme et surtout, parce que c'est notre sujet, à attirer, conserver nos collaborateurs. De mener à terme la dématérialisation des SI, le développement des outils web collaboratifs. Donc ça, c'est en cours. Je suis assez confiant sur ça. Le désengorgement grâce au télétravail des grosses agglomérations au profit de zones périurbaines, voire des campagnes aujourd'hui dépeuplées, c'est une magnifique occasion. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, cette difficulté des zones dites éloignées. Elles ont aujourd'hui une occasion incroyable d'être plus peuplées, sans parler d'être repeuplées. On ne va pas régler le problème du désert français avec le Covid. Pour autant, bon nombre de personnes veulent partir, on l'a vu. Donc à partir du moment où on va avoir peut-être intégré le télétravail, on va pouvoir peut-être avoir un employeur parisien et travailler à Troyes et vivre à Troyes, par exemple. Bon nombre le font. Alors je sais qu'il n'y a pas des trains qui fonctionnent super bien pour aller à Paris, mais bon nombre de gens le font déjà à Reims, mais c'est un peu compliqué à partir du moment où on demande une présence physique de 5 jours par semaine. Donc là, on va avoir peut-être l'occasion, si on intègre véritablement le télétravail, de repeupler un certain nombre de zones périurbaines, des zones qui sont à 60-70 km des grosses agglomérations, ou peut-être que pour des gens qui travaillent à Troyes, de vivre au sud du département, par exemple vers Chaours à 30 km, etc. Voilà, on est sur des zones qui sont un peu éloignées, mais qui peuvent revivre grâce à ça. C'est aussi l'occasion de déformater nos logiciels de recruteurs et de managers. Enfin, alors, moi j'ai cette conviction depuis longtemps, mais on peut pas continuer surtout qui commence à prendre du poids au niveau démographie, mais de recruter, d'évaluer par des X pour du X. C'est-à-dire par des générations Y pour des générations Y. Aujourd'hui, au niveau démographique, les générations Y et Z pèsent 60%. Ça peut vous étonner, 60%. 75% en 2025. Donc, à un moment donné, de toute façon, si on ne le fait pas, la démographie le fera pour nous. Mais si on veut le faire avec efficacité et dans les meilleures conditions possibles, c'est maintenant qu'il faut repenser, revoir notre regard. Moi, le premier, je suis génération X. Moi, le premier, peut-être, des fois, j'étais un peu agacé quand un entretien commence par c'est quoi les horaires, est-ce que j'ai des RTT, etc. Aujourd'hui, je le revois différemment. Alors, quand ça arrive en début d'entretien, peut-être pas, mais quand c'est traité en tout cas en entretien, c'est oui, c'est la qualité de vie, oui, c'est important pour eux. Peut-être que moi, ça ne l'était pas pour moi quand j'ai démarré, mais je ne suis pas eux, ils ne sont pas moi. Et ne plus juger et comprendre. Donc, nous sommes la génération X, on n'est plus que 35% aujourd'hui. Alors certes, on a encore les manettes, mais ce n'est pas parce qu'on a les manettes qu'on ne doit pas être responsable peut-être de revoir les critères aujourd'hui. Parce que derrière, ça pousse. C'est 35% de génération Y, plus de 20% de génération Z, et puis il nous reste quelques baby boomers aussi.
Voilà. Donc en tout cas, ça c'est un enjeu extrêmement important et réglons véritablement ce problème et arrêtons de le traîner comme un fardeau et faire l'objet effectivement de beaucoup de thématiques sur comment on gère ces satanées entre guillemets génération Y. C'est un peu l'idée de bon nombre d'interventions et je partage pas ça. Moi, je considère juste qu'il faut juste mieux se connaître pour mieux se comprendre et mieux s'adapter. Et puis, le développement de l'entrepreneuriat, c'est peut-être aussi une magnifique occasion. Un actif sur 3 envisage de créer ou de reprendre une entreprise, d'après des études très récentes post-Covid. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont créer leur entreprise, mais ça veut dire que ça a donné quelques idées à bon nombre de personnes. Recruter durable ou adapter l'hameçon au poisson. L'idée, c'est en lien à ce que je viens de dire, mais c'est d'adapter effectivement peut-être notre process de recrutement et notre façon d'amener les choses en recrutement à ces générations. Mettre en avant l'historique, la raison d'être, les valeurs de l'entreprise, expliciter la démarche RSE. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour bon nombre de gens de cette génération-là. Évaluer la personnalité, les compétences comportementales des candidats, amener à rester durablement dans l'entreprise. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le recrutement il est un peu trop court terme. On cherche des compétences. On en oublie parfois à dire, oui, mais c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi le coup d'après? Et donc, dire, avant de recruter des compétences, je recrute aussi une personne. Donc, creuser peut-être davantage les soft skills et avoir une approche plus long terme du recrutement. Mettre davantage en avant le projet et les missions plutôt que le poste. Souvent, c'est ce qui est dit par ces générations-là, ce qui les intéresse. D'ailleurs, souvent, CDI, CDD, ce n'est pas un sujet pour bon nombre d'entre eux. Ce qui va les intéresser, c'est qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais développer mes compétences? Une fonction, ça ne dit pas grand-chose. Mais c'est quoi mes missions? Qu'est-ce qu'on me demande? Présenter la politique de développement RH, c'est clair que ça doit être mis en avant et assez vite. Les formations, les développements des compétences, c'est les gens qui sont friands de développement. On va le voir, peut-être moins de grandes fonctions, de grandes carrières, d'évolution verticale, etc. Certainement moins. Mais plus d'évolution dans leurs compétences et dans leur développement personnel. Mettre en avant la qualité de vie au travail et les flexibilités. Alors oui, je sais, on hésite tous à le faire en se disant, bah, tiens, je vais peut-être attirer certaines personnes qui... Oui, mais là, justement, le but, c'est d'attirer une nouvelle génération. Il faut juste considérer qu'il n'y a pas d'aspect péjoratif forcément à la qualité de vie au travail. Quelqu'un qui vous pose une question de qualité de vie au travail, c'est pas forcément quelqu'un qui va pas travailler, qui va être feignant, qui va être tir au flanc, etc. C'est juste quelqu'un qui, dans sa vie, a besoin de cet équilibre-là. Et donc, du coup, nous, RH, on doit aussi intégrer le fait que des lieux de résidence, grâce notamment au télétravail, puissent être plus loin. Quelqu'un qui vous dit, qui vit à 50 km de Troyes, vous pouvez dire non, c'est trop loin, il ne sera pas là pour les astreintes, ça va être compliqué, etc. Pourquoi? Est-ce que lui ou elle peut pas, en son âme ou conscience, elle ne peut pas organiser sa vie pour... Vous voyez, moi le premier, c'est-à-dire qu'on peut tiquer parfois sur des lieux de résidence. Alors si c'est à 4 heures, je ne vous dis pas, mais peut-être revoir aussi nos paradigmes à ce niveau-là. Présenter une culture managériale non pyramidale et participative, c'est clair que pour ces générations-là, mais peut-être pas uniquement, le monde a changé et le management a profondément évolué. Et c'est vrai que déjà depuis quelque temps, mais l'approche pyramidale, c'est quelque chose qui est passé, qui est dépassé et qui passe encore moins avec ces générations-là. Donc dans un process de recrutement, de faire présenter un manager qui est très fortement... qui a fortement ces aspects de management directif, risque de faire fuir plutôt les candidats qu'autre chose. Donc mettre en place un processus de recrutement permettant d'évaluer, mais aussi de séduire, c'est parfois oublié. On est là aussi pour séduire, pour faire adhérer, et pour que les personnes viennent et restent dans l'entreprise. Donc
Parfois, je vois des process de recrutement très basés sur la sélection, avec beaucoup d'entretiens. On fait revenir le candidat plusieurs fois, etc., de très nombreuses fois parfois. Et on nous oublie finalement de séduire les candidats. Alors, on est sur un bon équilibre, hein, sélection-séduction, mais voilà, ne pas négliger ça. Et puis intégrer dans le process de recrutement, notamment s'il y a plusieurs étapes, des outils modernes de type Teams ou Skype Pro, des outils collaboratifs intéressants, tout en ne négligeant pas évidemment les entretiens physiques. Les fidéliser, c'est bien de les recruter, il faut les garder. Évidemment, par rapport à ce que j'ai pu dire avant, c'est donner du sens à ces collaborateurs, leur donner une vision de l'entreprise à long terme, leur expliquer comment ils se situent dans l'entreprise, dans l'organigramme, quel est leur rôle et comment ils s'imbriquent dans le système. Et quelles sont les velléités de l'entreprise pour les mois à venir, voire les années à venir. Faire évoluer ces paradigmes, ne pas évaluer des générations Y et Z avec des critères créés pour les X et par les X, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est extrêmement important de le faire. Élaborer un référentiel de compétences soft skills, c'est assez lié, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire adapter, évoluer ces prérequis, notamment en matière de compétences comportementales, quand il y a des référentiels dans l'entreprise. C'est vraiment de le lier à vos valeurs, à vos compétences managériales en entreprise, et de dire, bah, tiens, quels sont les soft skills clés pour bien vivre chez nous, pour être bien chez nous, pour réussir chez nous et pour rester chez nous. Arriver à bien identifier ces compétences-là. Donc il existe des outils pour cela, ce n'est pas l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, mais voilà. Ne pas voir un collaborateur comme le seul titulaire d'une fonction, mais comme un membre de l'entreprise, susceptible d'évoluer en vertical, mais comme en horizontal dans l'entreprise. Et ça, c'est important, et j'intègre l'élément d'après, identifier et développer les compétences cachées. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, mais allez, c'est comme ça, et je pense qu'on est tous tombés dans ce travers-là, on va prendre dans l'individu ce qui nous intéresse par rapport au poste, en négligeant parfois des compétences cachées qui peuvent nourrir d'autres projets dans l'entreprise, en matriciel, en transverse, etc. Et donc, c'est vraiment essayer de découvrir l'individu dans sa globalité. Déjà, ça va nous permettre de voir le coup d'après et donc d'inscrire durablement le collaborateur dans l'entreprise et pas uniquement sur un poste, mais aussi de développer des compétences voilà, qui ne sont pas peut-être évidentes sur le CV parce que développées dans l'associatif ou autre, mais des compétences importantes. Fidéliser ses collaborateurs toujours par la promotion d'un mode de management. Co-développement entre autres, mais en tout cas une approche, je vous le disais, peu pyramidale. Le manager devient un coach, le manager devient un facilitateur. Et on est plus sur une démarche qui est de moins en moins descendante. Moins de donneurs d'ordre, moins de contrôleurs, et plus une démarche d'accompagnant. Qu'on arrête aussi ce sujet, enfin mon point de vue, c'est qu'on arrête de stigmatiser des coachs affectifs ou des coachs qui mettent du relationnel. Pour moi, il y a une part d'affect dans le management, il y a une part d'affect dans la relation avec ses collaborateurs, il y a une part de relation, évidemment, il y a de la relation humaine, et qu'on ne soit pas que dans le pilotage de la performance. On est dans l'animation d'individus. Et les managers qui ont été particulièrement en zone de confort pendant le Covid, ce sont des gens qui ont pu créer du lien humain avec les collaborateurs avant, qui ont pu le pérenniser pendant, qui ont pu les accompagner, les rassurer, à gérer leurs émotions. Si on n'est que sur du pilotage de performance, on n'y arrive pas. Manager au résultat plus qu'au moyen, évidemment, si le niveau du collaborateur le permet. Donc plus d'autonomie. Et puis accompagner les managers les moins adaptés à ces nouvelles formes de management pour ne pas les mettre en difficulté eux, et évidemment pas mettre en difficulté les collaborateurs qui dépendent de lui. Changer de paradigme, il faut que je finisse bientôt, Caroline, c'est ça hein? Au niveau timing? On est 9h20, on est bon, et puis s'il y a des petites questions après. D'accord, oui. Je termine bientôt. Dans le changer de paradigme de regard sur déjà la recherche de l'équilibre de vie et sur la prédominance de la vie personnelle. Ne portons plus de jugement dessus, si jamais on en a porté des jugements dessus.
La grande différence entre les générations après X et X, c'est que X, on avait une vie professionnelle, on organisait notre vie personnelle autour de la vie professionnelle. Les générations Y et Z font l'inverse. Elles ont une vie personnelle, elles organisent la vie professionnelle autour de la vie personnelle. C'est comme ça, majoritairement. Il n'y a pas du moins bien, ne nous auto-flagellons pas de notre côté, mais à l'inverse, ne jugeons pas la génération d'après. Ne jugeons pas non plus l'absence de motivation à devenir manager. C'est vrai que les générations particulièrement Z n'ont pas forcément, dans l'ensemble des études qui ont été montrées, au contraire, je ne veux surtout pas être manager. Ça peut nous étonner, nous, génération X, dans notre modèle, pour réussir, il faut être chef. C'est plus le cas. Le rapport aux horaires et à la durée du travail, voilà, c'est vrai que c'est très fort, peut-être en France. On a une logique un peu productiviste, même dans la gestion de notre agenda. Un bon collaborateur, c'est un collaborateur qui est débordé. Peut-être pas. Et donc, mettre fin à cette logique productiviste, une bonne organisation, peut-être des plages libres dans un agenda. C'est pas forcément quelqu'un qui travaille pas, c'est peut-être quelqu'un qui aère un petit peu et qui fait des choses peut-être autres que de la production. Donc, je sais que c'est assez français, il faut peut-être aussi revoir nos paradigmes là-dessus. Et puis, revoir notre regard sur le télétravail, même si vous avez compris que je suis assez inquiet, moi, sur le télétravail, sur sa généralisation. L'exemple de PSA que je vous ai donné tout à l'heure ou d'Orange. Changer de paradigme sur le sens de la hiérarchie moins développée. C'est vrai que ce sont des gens qui ont, pour les générations que j'évoquais, un sens de la hiérarchie qui est moins fort. Ok. Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien? Peu importe. C'est un sens de la hiérarchie. On le voit bien d'ailleurs avec nos enfants, parce que ce sont nos enfants en fait. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, bah oui, ils ont un sens de la hiérarchie moins développé. On n'est pas les mêmes parents que nos parents l'ont été. La place donnée à l'esprit critique et à la contradiction, ouais, alors ça peut agacer quand on est manager, parce qu'effectivement, mais pourquoi? Et pourquoi tu fais ça? Moi, j'aurais pas fait ci, etc. Il y a une place de la critique, comme justement, il ne sacralise plus le management, bah, on peut se permettre à partir du moment où je pense qu'elle est constructive et qu'elle n'est pas malveillante, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est pour le premier, ça n'a pas forcément été simple au départ, mais changeons nos regards et notre approche. Et voilà, il faut être plus dans la pédagogie et accepter une dose de critique. Le non-attachement viscéral à l'entreprise. Il faut accepter que nos collaborateurs n'aient pas le logo sur leur robe de chambre, ou sur leur pyjama, ou sur leur chemise de nuit. Je dis ça en rigolant, mais ça existait. Hein. Allez, Michelin dans les années 50-60, je pense que les collaborateurs naissaient et mouraient Michelin, naissaient dans les maternités Michelin, mouraient dans les pompes funèbres Michelin. C'est fini, ça, ce monde-là. Il n'y a plus d'attachement viscéral à l'entreprise. Il faut juste l'accepter. C'est pas pour ça qu'on n'est pas croyant, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Bon, c'est juste un peu plus détaché à l'entreprise. Et puis, pareil, l'individualisme. Ok, ça peut gêner certains. Là, on était plutôt dans une génération collective autour entre guillemets, de grands travaux d'entreprise, etc. Là, on est plutôt sur l'individu, centré sur l'individu. Ça peut gêner certains, mais je pense que c'est un fait qu'on peut alors, encore une fois, c'est une généralisation, mais qu'on peut retrouver comme quelque chose d'assez clé dans ces générations-là. Et puis, je vous ai fini par un petit schéma qui n'est pas de moi, hein, que j'ai trouvé sur Internet, mais que j'ai trouvé pas mal. Sur les caractéristiques de chacune des générations, qui reprend quelques éléments, évidemment, que j'ai pu vous donner. Je suis à peu près dans les temps, Caroline. Parfait, bon. Parfait Renaud, merci. Est-ce que certaines personnes souhaitent intervenir, poser des questions à Renaud, qui est encore disponible et prêt à répondre à vos interrogations, inquiétudes, questions? N'hésitez pas, donc soit via le chat comme vous souhaitez ou à activer votre micro pour échanger de vive voix, il n'y a pas de souci. Allez-y. Tout était clair? Merci Laurence, merci Olivier. Merci. Merci Nicolas également.
Olivier demande, avez-vous des ouvrages à recommander pour un nouveau management? Je vais regarder dans ma bibliographie parce que je me suis inspiré d'un certain nombre de choses. Je ne sais pas si j'ai votre email, Olivier. Je vous le ferai parvenir, Voilà. Renaud. Je vous communiquerai quelques exemples de gens qui ont prôné finalement bien avant tout le monde ces nouvelles formes de management. Mais je vous invite dans ces cas-là, si ça vous intéresse, à aller au Québec. Alors, pas forcément physiquement en ce moment, c'est un peu compliqué, mais à découvrir les approches québécoises du co-développement, parce que les Québécois sont très, très précurseurs sur cette approche de management. Donc, c'est le co-développement. Moi, je me suis beaucoup inspiré dans mon discours et je suis picousé depuis très longtemps au co-développement. Donc, l'approche du co-développement peut répondre à ces aspects-là, mais je vous répondrai avec peut-être un ou deux ouvrages du co-développement. En tout cas, aussi assumer la part d'affect dans le management. Moi, je suis convaincu de ça. On n'est pas très nombreux forcément dans le domaine. À chaque fois, l'affect, c'est dangereux, etc. Mais il y a aussi des managers qui ont clairement, enfin des auteurs, des coachs qui ont pu écrire dessus et qui ont toujours considéré que c'était extrêmement judicieux aujourd'hui. Plusieurs personnes sont intéressées par ces liens, donc du coup, ce que je ferai, c'est qu'à ce moment-là, on l'enverra directement à tous avec le support et puis le replay, comme ça tout le monde pourra en bénéficier également. Très bien. D'autres questions, interrogations? Vous aurez de toute façon les coordonnées de Renaud dans le support et je vous le remettrai dans le mail également. Donc, si vous avez besoin de reprendre contact avec lui ultérieurement et à titre plus individuel, n'hésitez pas à le faire. Je pense que Renaud sera disponible aussi pour répondre à vos questions de manière plus individuelle si vous en avez, bien évidemment. Oui, je crois que c'est Nicolas qui me posait la question de l'écologie personnelle. Est-ce que je connaissais ça? Non, je ne connais pas ce concept. Donc, effectivement, on pourra échanger s'il le veut par téléphone. Oui. C'est toujours intéressant après d'échanger sur des concepts et puis de s'apporter mutuellement. Plus d'autres questions de votre part? Nicolas dit, en fait, c'est ce que vous faites déjà. Pascal indique, je connais la notion d'écologie personnelle si vous souhaitez en parler. Voilà. Très bien. Donc effectivement, ça peut être des approches après, voilà, pour échanger entre vous. Au contraire, c'est l'objectif, de pouvoir créer du lien, fédérer et échanger entre vous et d'apporter de nouvelles réponses à des problématiques que vous pourriez avoir. Donc au contraire, c'est l'objectif. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions particulières à poser à Renaud, je vous propose de clôturer ce webinaire. Un grand merci, Renaud, pour la qualité de votre intervention et voilà, la qualité de votre discours et les exemples que vous avez pu nous apporter. J'espère que ça a apporté des réponses pour vous tous et toutes. Je vous envoie donc le support, le replay et puis les petits liens que Renaud me communiquera par mail comme d'habitude. Et puis je vous invite à consulter la suite du programme sur notre site internet et puis vous avez dû recevoir également par mail s'il y a d'autres thématiques RH qui vous intéressent à suivre. On est toujours en webinaire pour l'instant, jusqu'au moins la rentrée de septembre, avant de reprendre éventuellement en présentiel les réunions comme on le faisait auparavant. Et puis on prépare un programme un petit peu plus complet pour la rentrée avec nos différents intervenants que vous connaissez maintenant, qui va être une offre un peu plus complète en matière RH avec de la formation. Enfin voilà, on vous en parlera quand ça sera un petit peu plus finalisé. On travaille dessus pour répondre à vos besoins, vos attentes. Donc, n'hésitez pas également, si vous, de votre côté, vous avez des attentes particulières à m'en faire part, qu'on soit au plus près de vos besoins et vos attentes. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Je vous dis à très bientôt et encore un grand merci, Renaud, pour votre disponibilité. Merci, Caroline.
À très Merci bientôt. à tous. Au revoir. Au revoir.